Salut à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui on va parler de Hackintosh. Alors un Hackintosh c'est quoi? C'est tout simplement du hardware PC classique sur lequel on a installé donc macOS, et ça c'est rendu possible depuis qu'Apple a adopté des processeurs Intel dans ses Mac, et donc entre un Mac et un PC aujourd'hui 99% des composants sont identiques. Alors le Hackintosh, c'est vrai que ça existe depuis un bon petit moment déjà, mais ces derniers temps il a vraiment le vent en poupe, pour une raison principale, c'est qu'Apple ne fait plus ce genre de machine depuis 2012, qu'en 2013 ils ont sorti un Mac Pro qu'ils n'ont jamais mis à jour, qui était ultra fermé, dans lequel on ne peut pas mettre des disques durs, des cartes graphiques, et puis récemment donc Apple nous a dit que le Mac Pro n'allait pas être renouvelé avant 2018 au mieux, c'est-à-dire peut-être même 2019, et du coup, en attendant, on s'est dit, tous les professionnels qui nous lisent, ils ont forcément des besoins, et ils se posent aussi aujourd'hui la question, est-ce que ça vaut le coup de monter un Hackintosh? Donc c'est pour ça qu'on a décidé de vous faire un dossier qui est plutôt orienté sur les machines professionnelles. Donc le but de ce dossier, c'était vraiment de monter une machine professionnelle, taillée pour tous ceux qui font de la 3D, du montage, de la photo. Et pour ça, donc, on voulait mettre la carte graphique la plus puissante du moment, les processeurs d'Intel les plus rapides, et évidemment toute la connectique de 2017, c'est-à-dire de l'USB-C, de l'USB 3.1, et évidemment du Thunderbolt 3. Donc là, vous voyez que c'est un écran Thunderbolt d'Apple relié à notre Hackintosh. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de vous proposer un pas à pas détaillé, puisque c'est excessivement long, il y a des logiciels à télécharger, il y a des lignes de commande à taper, donc pour ça je vous ai fait un dossier complet, donc au format texte, avec des images, des liens bien illustrés. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour monter votre Hackintosh, la même machine qu'on a fait nous. Ici dans cette vidéo, on va se concentrer à parler un petit peu du Hackintosh de façon générale, à dégrossir le sujet, à répondre aussi à vos questions en fin de vidéo, puisque vous en avez posé énormément, donc ça vous intéresse manifestement beaucoup. Et puis on va voir donc les pour, les contre, les limitations lorsqu'on décide de monter un Hackintosh. Alors le choix des composants il est primordial, déjà parce que ça définit aussi vos usages, Est-ce que vous avez besoin de 4K, est-ce que vous avez besoin de Thunderbolt, est-ce que vous avez besoin de la dernière carte graphique? Donc ça c'est déjà un premier tri. Et le deuxième tri il va se faire sur la compatibilité, c'est-à-dire que avant d'acheter un composant, il faut s'assurer que quelqu'un a déjà réussi en fait à créer un Hackintosh, et surtout à créer un Hackintosh qui fonctionne complètement. Par exemple, vous pouvez avoir une carte mère qui fonctionne mais sur lequel il n'y aura pas de son ou pas de réseau. Alors le composant principal c'est vraiment la carte mère, puisque c'est elle aujourd'hui qui englobe beaucoup de choses sur l'ordinateur. Il y a déjà toute la connectique, le Thunderbolt, l'USB, l'USB-C. Il y a aussi évidemment toutes les prises en interne, les types de cartes graphiques que vous pouvez mettre, le nombre de cartes d'extension que vous pouvez mettre. Évidemment, la carte mère, c'est elle aussi qui définit le son et le réseau de votre machine la plupart du temps. Il n'y a pas toujours les bons pilotes pour toutes les cartes mères, donc il faut vraiment s'assurer que ça fonctionne. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas trouvé quelqu'un sur un forum qui vous dit « moi j'ai cette carte mère et j'ai tout qui marche, vraiment tout », ne l'achetez pas, parce que vous allez essuyer les plates et vous pouvez vous retrouver avec des composants qui ne fonctionnent tout simplement pas, comme des ports USB par exemple. Donc le choix de la carte mère, il est vraiment primordial. Alors le choix du processeur, il est assez simple puisqu'Apple prend en charge quasiment tous les Core i5, Core i7, Quadricore du moment. Alors là, à l'heure où je fais la vidéo, Kaby Lake n'est pas officiellement pris en charge, même si on en a mis un dans notre Hackintosh, mais il y sera, je pense, d'ici quelques semaines. Alors évidemment, il ne faut pas aller chez AMD, parce que les processeurs ne sont pas du tout pris en charge par macOS, même s'il y en a qui arrivent à bidouiller. Il faut aussi éviter les petites plateformes un petit peu exotiques d'Intel, qui permettent d'avoir des processeurs qui ont plus de cœur, etc. Mais là aussi, c'est très compliqué, il faut beaucoup de bidouilles et souvent il n'y a pas tout qui fonctionne. Alors le choix de la carte graphique il est un petit peu plus compliqué puisque donc il y a AMD ou Nvidia, les deux fonctionnent sur Mac. Faut quand même savoir que les cartes AMD, même si elles sont préférées par Apple, les cartes externes, donc il n'y a pas de pilote officiel pour la RX 480 par exemple. AMD fournit pas de pilote sur son site web, et puis donc faut bidouiller pour qu'elle soit reconnue. Après elle n'est pas forcément très stable. À l'inverse, Nvidia lui propose donc des pilotes sur son site web qui sont officiellement pris en charge par macOS. Ils ont donc du support là-dessus. Ils prennent en charge toutes les cartes graphiques qui sortent de dernière génération. Et puis Nvidia il a quand même les cartes les plus rapides du moment, même si AMD devrait arriver là bientôt avec Vega, mais en attendant Nvidia est quand même leader et je pense qu'ils vont rester leader encore un bon petit moment. Du coup moi je vous conseille vraiment de mettre du Nvidia, c'est beaucoup moins galère, même si pour certaines applications c'est un petit peu moins bien moins optimisé que les cartes AMD. Alors le dernier composant vraiment critique sur le Hackintosh,
c'est la carte réseau, c'est-à-dire la carte qui rassemble la puce Wi-Fi et la puce Bluetooth, puisqu'il faut savoir qu'Apple en fait n'en prend en charge qu'un type, qui sont les puces Broadcom, qu'on retrouve dans quelques cartes du marché, hein, chez TP-Link, je vous ai mis des liens sous la vidéo, mais celles qui ont le Wi-Fi et le Bluetooth qui fonctionnent, elles sont très très rares. Et puis il ne faut pas oublier aujourd'hui que le Bluetooth dans macOS, il est partout, c'est-à-dire vous avez End-Off, vous avez AirDrop, vous avez le déverrouillage par Apple Watch, enfin il y a énormément de fonctions qui dépendent de ça, même si vous voulez des écouteurs sans fil, des Beats ou des AirPods. Donc cette carte est vraiment indispensable pour que votre Hackintosh fonctionne comme un vrai Mac. Alors pour le reste des composants, je dirais qu'il y a beaucoup plus de liberté, puisque que ce soit l'alimentation, le ventirad, les écrans, les boîtiers, il n'y a pas vraiment de conseils tant que vous restez à peu près dans la cohérence en fait, de la machine. Il ne faut pas prendre une alimentation sous-dimensionnée si vous prenez une grosse carte graphique, mais derrière, on peut choisir un petit peu ce qu'on veut. Même les graveurs DVD, globalement, ils sont quasiment tous reconnus. Les écrans, la même chose, les souris, etc. Donc il n'y a pas vraiment de conseils à donner sur le reste des composants. Allez pas trop dans le bas de gamme, hein, une mauvaise alim et tout, ça peut quand même cramer, mais je dirais qu'il faut surtout être cohérent avec la machine qu'on souhaite monter. Alors le montage, ça apparaît souvent comme un calvaire hein, pour pas mal de gens. Dans ce cas-là, moi j'ai tendance à dire, vous embêtez pas avec ça. Je vous ai mis des petits liens d'ailleurs pour vous faire monter la machine et puis la recevoir directement montée. Ça coûte une cinquantaine d'euros. Franchement, si vous y passez des heures, c'est largement rentabilisé. En plus, vous allez avoir quelque chose de vraiment fiable. Ils vont vous mettre à jour les composants, la carte mère, etc. Donc c'est vraiment idéal. Mais à l'inverse, donc monter des PC, c'est pas non plus très difficile hein, si on sait lire des manuels, si on comprend bien l'anglais, si on est capable d'aller voir des petits tutos sur YouTube. Moi, je vous ai mis aussi un petit tuto donc, dans l'article qui est assez détaillé, mais il faut être quand même un peu geek, hein, savoir quel câble correspond à quoi, les composants, etc. Mais c'est quand même assez rigolo. Mais je le redis, si vraiment c'est pas votre truc, ne vous embêtez pas, et puis faites-vous monter la machine. Alors une fois que le PC est monté, la première étape c'est de régler le BIOS. Hein. Il y a quand même des petites choses indispensables pour que macOS puisse démarrer donc, sur ces machines. Donc pour ça, moi je vous ai mis des captures d'écran, enfin vous avez vraiment tout le descriptif qu'il faut dans l'article pour régler votre BIOS correctement. Si vous n'avez pas pris la même carte mère, il faut effectivement trouver un autre forum, un autre utilisateur qui vous a fourni ces informations. Globalement, il y a des grandes directives qui marchent avec tous les BIOS, mais si vous ratez un réglage, vous pouvez vous retrouver avec une machine qui ne démarre pas ou avec des ports qui ne fonctionnent pas. Donc c'est vraiment indispensable de régler le BIOS et surtout de l'avoir à jour. C'est-à-dire qu'il y a des machines sur lesquelles le BIOS arrive, il a un vieux firmware. Donc celui-là, il faut vraiment le mettre à jour rapidement. Si vous faites monter votre PC, souvent ils vous mettent le BIOS à jour. Donc n'hésitez pas à télécharger la dernière version du BIOS et à le mettre sur une petite clé USB, c'est indispensable. Alors l'installation de macOS, elle est relativement simple, hein, puisqu'aujourd'hui il y a des outils qui sont très complets, qui s'appellent Unibeast et Multibeast. Donc là je vous ai mis, pareil, le détail de tous les écrans, de tout ce qu'il faut cocher pour que ça s'installe, mais en gros, il suffit de créer une clé USB d'un côté, et puis de l'installer donc sur le Hackintosh de l'autre. Franchement, ça prend très peu de temps, hein, si vous savez créer une clé USB, si vous avez rentré les bons réglages, en principe vous avez arrivé à installer le système quasiment comme sur un Mac. Alors l'étape la plus compliquée, en fait, elle arrive une fois que vous avez installé macOS sur l'ordinateur, puisque vous avez quelque chose qui marche à peu près. C'est-à-dire que vous avez souvent pas le son, souvent pas le réseau, il y a plein de choses qui ne marchent pas, des fois des ports USB qui ne marchent pas, le Thunderbolt qui ne marche pas, vous n'avez pas les pilotes graphiques. Donc en fait, il va falloir installer tous ces pilotes, il va falloir aussi créer une petite partition sur laquelle vous allez mettre toutes vos extensions en fait, qui ne sont pas officielles, donc qui seront séparées hein, du système et qui vont pouvoir être installées à cet endroit-là. Donc ça, c'est l'étape qui est la plus longue, puisque le plus long, en fait, c'est de trouver les bons pilotes par rapport à votre architecture qui est forcément pas tout à fait cohérente avec ce que vous avez pu voir sur le net. Donc moi je vous ai mis exactement le détail des informations, donc vous pouvez vraiment recréer la même machine que moi sans vous poser toutes ces questions. Je vous donne tous les pilotes à installer, mais il faut savoir que si vous déviez un petit peu, vous pouvez y passer mais vraiment des jours, voire des semaines pour certaines cartes mères. Alors déjà un premier bilan donc sur le hardware, puisqu'ici on a une machine qui contient à peu près 2000 € de composants hein, sans écran, donc ça c'est vraiment pas mal. Elle fonctionne à 99%, c'est-à-dire qu'on a le son, le réseau, tous les ports qui fonctionnent, le Thunderbolt 3. On peut faire fonctionner donc tous les écrans Thunderbolt d'Apple et de LG donc jusqu'en 4K, ça c'est quand même pas mal. On peut y mettre donc toutes les dernières cartes graphiques, les derniers CPU donc les plus rapides, qui est à peu près donc l'équivalent d'un Mac Pro à 6 cœurs, et tout ça donc fonctionne quasiment comme si on avait
avez un Mac Pro de 2017. Alors sur le plan logiciel, on a aussi une machine qui est extrêmement stable, hein. macOS fonctionne très bien, on a iMessage, iCloud, le Mac App Store, End-of, continuité, enfin tous ces trucs-là fonctionnent parfaitement, donc on n'a pas de frustration particulière, le système est aussi très stable, hein. macOS ne plante pas spécialement sur le Mac, tous les logiciels professionnels fonctionnent bien, hein, que ce soit Premiere, Final Cut, etc. On n'a pas eu de plantage après des semaines d'utilisation, donc ça c'est quand même un très bon point, on a vraiment un Mac Pro de 2017 en parfait état de fonctionnement. Alors évidemment, on n'a pas un Mac, hein, donc l'intégration n'est pas parfaite, il y a des petites choses qui ne marchent pas, alors ça dépend des gens, il y en a qui ont le son qui ne marche pas, il y en a qui ont plein de problèmes, mais sur notre machine, on a eu deux grosses limitations. La première, c'est effectivement qu'on évite tout simplement de mettre la machine en veille. Si on la met en veille, il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent plus, le réseau qui se coupe par exemple, ou tout simplement, je sais pas, l'écran qui ne s'allume plus. Donc voilà, sur les Hackintosh, on oublie la mise en veille. Et la deuxième limitation qui est assez gênante si on manipule beaucoup de périphériques, c'est vraiment le Thunderbolt, c'est-à-dire qu'on ne peut pas brancher à chaud un périphérique. Donc si vous prévoyez de brancher des disques en permanence, il faut savoir qu'il faut redémarrer la machine à chaque fois, hein, ça va la faire planter tout simplement. Donc voilà, moi c'était vraiment les deux seules grosses limitations que j'ai trouvées assez pénibles à l'usage, mais qui restent acceptables si on les a bien pris en considération. Alors un petit mot quand même sur les performances brutes de cette machine, puisque c'est ce qui nous intéresse hein, en dehors de la connectique, de la modularité, c'est d'arriver donc à avoir une configuration qui est vraiment très puissante. Pour 2000 €, on a quasiment l'équivalent d'un Mac Pro à 8000 €, c'est quand même pas mal. Je vous ai mis pas mal de bench sous la vidéo, donc qui sont très détaillés sur OpenCL, OpenGL, 2D, 3D dans les jeux, les applications pro, le logiciel de bench, qui vous donnent vraiment un bon aperçu par rapport aux autres Mac, hein, l'iMac, au MacBook Pro. Et pour illustrer mon propos, donc vous avez vraiment des performances qui sont assez inédites, et on arrive même à faire des choses en montage vidéo. Alors derrière moi, j'ai une vidéo donc en 8K, issue d'une caméra RED et qui est non compressée, donc en RAW, et très franchement, cette vidéo, vous la lancez sur n'importe quel Mac, elle va saccader à mort, parce que vous n'avez pas assez de puissance. Et ici, on a une image qui est, alors, pas totalement fluide, hein, il y a quand même des drop frames, je triche un petit peu, mais globalement, elle saute quasiment pas, donc on n'est pas très loin d'une image parfaitement fluide. Et ça, pour avoir ça avec macOS 10, avec Final Cut Pro, sur ce type de config, à ce prix, c'est assez imbattable. Dans la prochaine vidéo, je réponds à vos questions. En tout cas, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, et puis surtout, consultez le dossier dont le lien se trouve sous la vidéo. Ciao, ciao!